Into a world in which my future is being stolen from me. We're here to write a new story, a story in which our country is doing everything in its power to address not only the climate crisis, but the systemic injustices at its roots. Le futur de nos enfants est rose après la catastrophe. Au début de l'année, pour la première fois, pour l'année 2019, en place de souhaiter bonne année et bonne chance, j'ai souhaité une bonne catastrophe, vite, climatique. L'exemple de la sécheresse de l'année dernière était un début, peut-être, pour nous rappeler que la nature, c'est peut-être le seul facteur qui va nous arrêter dans notre folie. Cette femme de 52 ans porte écrit sur sa pancarte son angoisse, celle que ses petits-enfants lui demandent « Tu fais quoi toi contre la fin de mon monde ?» Sentiment de culpabilité aussi parce qu'on n'a pas fait les choses, on a consommé, uniquement consommé sans penser, sans réfléchir. Pour nous ça a été facile et pour eux ça va être très dur. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Et puis il y a deux sujets sur le climat que je veux ici souligner avant de conclure. Si nous voulons réussir cette bataille, c'est la forêt et l'océan. Ces deux batailles sont essentielles pour réduire les émissions de CO2 et préserver nos équilibres en termes de biodiversité. Sur ces deux questions mondiales, nous sommes en train de perdre la bataille. Dégage, putain! Il est là aussi avec toi! Juste un! On est là pour le climat, mon frère! Effectivement, chaque parcelle de la Terre est concernée, chaque être humain est concerné, sauf les 1% qui se réfugient dans des îles bunkerisées avec des climatiseurs. Et nous, on est destinés juste à crever et ils sont en train de fossiliser la Terre et de fossiliser l'avenir des jeunes. Louis Renault construit le premier char d'assaut français, le FT-17. Une machine de guerre techniquement révolutionnaire. En 4 ans de guerre, Louis Renault multiplie par 5 le chiffre d'affaires de son entreprise. Et Louis Renault n'est qu'un parmi d'autres. La Première Guerre mondiale donne l'impulsion à la massification de l'automobile et au développement de l'industrie moderne. Les équipements de production tournent à plein régime. Le taylorisme et le travail à la chaîne se diffusent à l'ouest du monde. Le futur se prépare à grands pas.
C'est pour ça que je ne crois plus à l'intelligence. Je crois seulement qu'il faut le couteau à la gorge. Et le couteau à la gorge, c'est uniquement la nature qui peut nous le mettre jusqu'à ce qu'on accepte que ou nous changeons radical ou nous allons disparaître. La guerre stimule les investissements dans la construction navale, l'aéronautique et la production d'engins à moteur. Et pour que cela soit possible, il faut aussi qu'accélère l'extraction charbonnière et pétrolière. Et donc, la production massive de CO2. Notre problème d'aujourd'hui. Molecules. There are classics in your toaster, in the blender and the clock, in the lamp and in the roaster, on the door and in the lock, in the washer and the dryer, and the garden tools you lend, in your music amplifier and electric fryer. You have got a plastic friend. Pendant tout le siècle, les grandes entreprises de la chimie entretiendront une liaison peu recommandable avec la guerre et la destruction. IG Farben produira le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz. La société DuPont produira le plutonium pour le projet Manhattan. Après avoir élaboré ses premiers herbicides, la Monsanto Company cuisinera avec sa consoeur Dow Chemical l'agent orange de la guerre du Vietnam. En mobilisant son génie scientifique pour tuer l'ennemi, l'homme a appris à tuer le vivant en général. C'est qu'il s'installe aussi dans le tronc du bananier, si bien que l'arbre s'affaiblit et parfois meurt. Alors, pour l'éradiquer, à partir de 1972, les cultivateurs antillais se mettent à déverser des centaines de tonnes de chlordécone sur les plantations. Pesticide très toxique de la famille du DDT, le chlordécone est en effet très efficace. Efficace et aussi très dangereux. Aux États-Unis, au milieu des années 60, une étude a démontré sa toxicité chez la souris et chez la poule. Que les choses soient claires, mon ami. Le pire ennemi de ton business, c'est la science. Dès que tu vends un produit un peu novateur, il y a toujours des scientifiques pour te dire qu'il est dangereux. Lorsqu'une étude paraît, puis une autre et une autre qui incriminent ton produit, le public ne doit pas savoir que la majorité des experts sont d'accord. Il faut tout de suite faire croire que les scientifiques se disputent entre eux. La France interdit la substance en 1990. Mais l'État accorde quand même 2 dérogations pour son emploi aux Antilles. Pourquoi ? Parce que l'entreprise qui fournit le pesticide aux producteurs de bananes antillais en détient des stocks très importants. Et le dirigeant de cette entreprise, Yves Ayotte, est un puissant entrepreneur martiniquais dont la famille s'est installée sur l'île au XVIIe siècle. Et il est aussi le président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. Et il a le bras long, Yves Ayotte. Pour obtenir une dérogation à l'emploi du chlordécone, il a pratiqué personnellement un lobbying auprès de Jean-Pierre Soisson, un des ministres de l'Agriculture qui ont accordé en tout 2 dérogations. Alors jusqu'en 1993, le chlordécone continue de couler à flot sur les bananeraies des Antilles. De ces territoires coloniaux, l'Europe a déjà profité sans mesure. Mais là, dans le contexte de guerre froide et de course au progrès, l'exploitation des pays du Sud change d'échelle. Les États-Unis et l'Europe occidentale drainent de plus en plus massivement les matières premières du reste du monde. Uranium, aluminium, pétrole, bois, produits agricoles. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais sont contaminés. Or, le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Même une très faible dose peut avoir des effets sur la santé.
Il a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. On sait qu'il altère la fertilité et qu'il augmente le risque de prématurité. C'est également un poison pour le système nerveux. Et le pesticide est aussi fortement soupçonné d'augmenter le risque de cancer de la prostate. Avec plus de 227 nouveaux cas pour 100 000 hommes, la Martinique détient le record du monde de ce type de cancer. De leurs matières premières au profit des pays occidentaux qui n'en finissent plus de vivre de plus en plus confortablement. L'exploitation massive des ressources des pays pauvres dégrade leur propre cadre de vie en y accumulant de nombreuses nuisances, déchets d'extraction minière, pétrolière et déforestation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'échange écologique inégal. On consomme dans les pays riches, on exploite et on pollue dans les pays pauvres. L'État français entreprend la déforestation de la Guyane. La mine est polluante, la mine est destructrice. La Montagne d'Or est l'un des projets miniers les plus polémiques. Un projet gigantesque qui divise en Guyane et l'administration française, poussant l'Élysée à des revirements et à le mettre entre parenthèses. Sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation pour investir dans la reforestation partout et pour permettre aux peuples autochtones, aux ONG, aux habitants de développer les bonnes activités en préservant cette forêt dont nous avons besoin. Cela fait 140 ans que la France exploite et déboise les vallées amazoniennes. Au-delà des projets titanesques, comme la Montagne d'Or, l'État accorde des autorisations à des orpailleurs, aux multinationales minières, mais aussi à des PME et des TPE. Pour notre économie, c'est clairement positif. On peut augmenter nos exportations de poissons. La pêche, c'est 90% des exportations groenlandaises. Et de nouvelles espèces comme le maquereau ont fait leur apparition. Pour l'île continent, l'augmentation des températures, c'est une aubaine. Et sur ce marché, où se côtoient poissons, viande de renne et de baleine sur les étals, le représentant des chasseurs et des pêcheurs n'hésite pas à le dire. Jusqu'à présent, le réchauffement est bon pour le Groenland car depuis une dizaine d'années, nos revenus de pêche sont à la hausse. Bien sûr, il y a des inconvénients. Pour les ours polaires, par exemple, qui souffrent de la fonte des glaces. J'aimerais rappeler juste quelque chose de fondamental, c'est que la croissance, le PIB depuis au moins 50 ans, s'appuie à 100% sur la consommation d'énergie d'un pays. Or, la consommation d'énergie d'un pays aujourd'hui, elle est à 85% composée d'énergie fossile. Donc, ça s'appelle le découplage. L'idée qu'on pourrait essayer de faire de la croissance sans faire de pression sur l'environnement, ça s'appelle le découplage. Le découplage est aujourd'hui impossible. Aucun économiste sérieux ne pourra dire que le découplage est possible. Donc, c'est une pure schizophrénie de vouloir, d'un côté, promouvoir de la finance dite verte, donc respecter nos accords de Paris, et de l'autre, parler de croissance. Juste ça. Adolf Hitler, fasciné par la personnalité d'Henry Ford, son génie productiviste et son antisémitisme, lance un chantier historique. La construction de 6000 km de voies rapides, le premier réseau autoroutier du monde. Les explosifs et les bombes vont précocement commencer à jouer leur musique. Ici, non loin de la capitale allemande, on n'utilise pas moins de 2 tonnes de dynamite pour niveler le terrain, déterminant ainsi de formidables explosions. Pour les 1000 km d'autostrade créés en Allemagne, il a été remué 160 millions de mètres cubes de terre, c'est-à-dire le double de ce qu'il a fallu déplacer pour creuser le canal de Suez. Dans l'Allemagne nazie, la construction de voies rapides ne répond à aucun besoin immédiat. Le pays est encore très faiblement motorisé. L'objectif est tout autre: occuper la main-d'œuvre en préparant la guerre. Les autoroutes devront permettre les déplacements des troupes et des blindés vers tous les fronts.
The total auto industry, its carbon footprint of last year is exceeding Europe's annual emission. It clearly shows that the auto industry has to change, otherwise we won't be able to fight climate change. Se propage dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin, ça. Donc ça, c'est le site de Nartaud, donc, dans lequel il y a au minimum 100 tonnes d'arsenic. Avec 100 tonnes d'arsenic, on peut tuer plus de 1 milliard de personnes. Je suis sur le site de Salsigne dans l'Aude. Salsigne, c'est une ancienne mine d'or qui a même été la plus grande mine d'or d'Europe jusqu'à sa fermeture en 2004. Le problème, c'est que l'activité minière a pollué toute la région et continue encore de l'empoisonner. Elle est de plus en plus au bord de l'effondrement psychiatrique. Je pense qu'il faut qu'elle aille à l'école et qu'elle se soigne. Je pense qu'elle est hystérique et je pense qu'elle hystérise le débat. Non mais qu'est-ce qui satisferait Greta Thunberg et ses amis? Rien, parce que c'est une idéologie, donc ce sont des gens extrémistes. Qui la manipule? Qui l'endoctrine? Quels sont les ressorts qui font qu'aujourd'hui elle est devenue l'instrument de causes qui vraisemblablement la dépassent? L'instrumentalisation des enfants pour faire de la politique, au XXe siècle, ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Moi, il y a quelque chose qui m'effraie un peu. On a connu, à l'époque de Mao, les gardes rouges qui étaient là pour dénoncer leurs parents. Tous les mouvements totalitaires du communisme ou jusqu'au nazisme ont idéalisé la jeunesse. Au beau milieu du golfe du Bengale, les îles de Loachara et de Casimara ont disparu. Il n'y a plus rien qui émerge à l'horizon, elles ont été englouties. Ces deux hommes travaillent pour une ONG environnementale. Ils tentent de les localiser. Loachara mesurait plusieurs kilomètres carrés. En 20 ans, petit à petit, elle a été submergée. Et 910 milliards d'euros ont été débloqués pour les projets climat et 720 millions pour les petits exploitants agricoles. Une maigre consolation car parmi les pays qui se sont engagés, il y a ce soir peu de gros pollueurs. Ces 66 États pèsent à peine 6,8% des émissions mondiales de CO2. Plusieurs puissances mondiales ont même brillé par leur absence et c'est peut-être là le principal handicap de ce sommet. Comme le Japon et l'Australie, le Brésil n'était pas représenté hier. Son président Jair Bolsonaro, très attendu sur ces questions aujourd'hui, n'a pas semblé s'en émouvoir. C'est un mensonge de dire que l'Amazonie appartient au patrimoine de l'humanité. Il est faux de dire que cette forêt est le poumon de la planète. Aujourd'hui à la tribune, Donald Trump, lui, n'aura pas eu un mot pour le climat. Ils vont probablement tout perdre, devenir eux aussi des réfugiés climatiques. La cause, pour eux, elle est très claire. Nous avons pollué notre planète. Nous utilisons du plastique, nous utilisons du pétrole que nous déversons dans les océans. Il n'y a même plus de poissons. L'environnement est détruit. Nous avons coupé les arbres, tout ça par cupidité. Nous avons abusé des ressources naturelles. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Les hommes sont responsables et personne d'autre. Je trouve lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Of course, it's sad that people spend their time doing something that doesn't make any good. You just have to ignore them because they are just desperately trying to remove the focus from the climate crisis to make it become something about me as an individual. I mean, when they do that, that means they don't have any arguments left. So that is also a good sign. And also that they feel threatened by us, that they see we are making a difference, and that is a proof that we are actually making a difference. Tous partir ensemble!